Bonjour, la semaine du cerveau et le neurodon viennent de s'achever. Une semaine pour sensibiliser sur cet organe qui reste pour beaucoup mystérieux. Avec ses 86 milliards de neurones, dotés chacun de 1000 à 10 000 connexions, le cerveau reste un champ d'investigation immense que les nouvelles technologies et imageries découvrent petit à petit et éclairent sur les amis et ennemis de nos neurones. Et il y en a beaucoup. Malbouffe, sédentarité, déficit de sommeil, isolement social. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de la médecine au féminin le professeur Marie Vidaillé. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes à l'ICM, c'est l'Institut Cerveau et Moelle Épinière. Et puis vous êtes présidente aussi du conseil scientifique d'Amadis, qui est un membre de la FRC, la Fédération pour la recherche sur le cerveau. C'est quoi Amadis ? Alors Amadis, c'est une association très dynamique avec des bénévoles qui ont vraiment une intelligence particulière pour défendre une maladie très rare. Vous savez, c'est maintenant très important, les plans maladies rares. Et cette maladie, ça s'appelle la dystonie. D'où Amadis, comme dystonie. Et ce sont des postures anormales, par exemple la crampe de l'écrivain, le torticolis spasmodique, sont des dystonies. Une maladie, des maladies en elles-mêmes. Des maladies, voilà. très bien. Alors, cette fédération pour la recherche sur le cerveau est à l'origine, je le disais, de la semaine du neurodon. Alors, ce genre d'appel au don que l'on trouve de plus en plus maintenant, qui est de plus en plus souvent organisé, est-ce que ça a encore un intérêt ? Est-ce que les gens répondent ? Oui, je pense que c'est très important parce que d'abord, ça s'appelle la recherche du cerveau. Et donc, dans ce cas-là, la FRC, on sait tout de suite de quoi on parle. Il y a vraiment un label. La deuxième chose, c'est qu'on va d'un côté apporter un don et de l'autre, on va recevoir un don qui est de l'information, qui est en fait quelque chose de précieux puisque c'est son propre cerveau, l'organe qui pense, parfois. Parfois, souvent quand même, on va dire. Alors, autre côté, la recherche. Est-ce que la France tient une bonne place au niveau international sur la recherche en neurologie ? Oui, cette recherche en neurosciences est extraordinairement créative. Ça dépasse les frontières de l'Europe, bien sûr, et c'est vraiment une recherche mondialisée. L'INSERM, par exemple, peut démontrer les capacités des chercheurs. Les universités sont classées dans les 15 premiers sur cette fameuse classification de Shanghai. Non, la recherche en neurosciences est extraordinairement vigoureuse et créative. Oui, parce qu'avant, la France avait une position de leader, un petit peu. Elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Bonne nouvelle. La Fédération pour la recherche sur le cerveau a mené donc une enquête sur... Le thème, c'est les Français, leur cerveau et son environnement. Elle montre que si les Français connaissent bien ce qu'il faut faire pour garder leur cœur en bonne santé, ils en savent beaucoup moins sur le cerveau, qui reste quand même pour eux un organe assez complexe. Alors on va essayer avec vous, madame, d'y voir un petit peu plus clair, et en particulier sur la composition physiologique du cerveau, de quoi il est fait finalement. Alors, le cerveau, soit on part directement au niveau cellulaire et ce sont des neurones, des cellules qui vont générer des signaux, et la glie qui va avoir aussi une importance de plus en plus reconnue, ou alors on dit tout bêtement, c'est de l'eau, c'est du glucose, c'est de l'oxygène et c'est aussi des lipides, c'est-à-dire de la graisse, mais c'est plus chic de dire lipides. Oui, on a l'impression, donc si j'ai bien compris, que la cellule elle-même, qui a cette forme un peu d'étoile, hein, le neurone, baigne dans la glie. Alors, la cellule baigne dans la glie, en fait, elle fait plus que baigner, elle discute avec la glie, et la glie discute avec elle, il y a un message permanent. Et surtout, il y a des connexions partout. Le cerveau, c'est un organe qui a une vivacité, une connexion, une activité qui est extraordinaire et fascinante. Alors, le cerveau, est-ce qu'il a augmenté de volume depuis les premiers hommes, dans la lignée Sapiens quand même ? Alors le sapiens a la grosse tête, c'est bien connu, oui. Mais je pense que la taille du cerveau n'a pas augmenté tant que ça au cours de l'évolution de l'homme sapiens, bien sûr. Pourtant, il a acquis beaucoup plus de choses, je dirais. Il a acquis beaucoup plus de savoir. Il a acquis des process, des manières de raisonner, et c'est ça qui fait le cerveau, c'est en fait la connexion entre les différentes structures et les différents algorithmes, en quelque sorte, qui vont se faire pour obtenir de la pensée, du raisonnement, de la créativité. Alors, vous voulez dire que par rapport à l'homme sapiens, c'est que des connexions qui se sont établies. La matière elle-même reste en volume identique. Alors, je ne veux pas m'aventurer, parce qu'il y a sûrement un grand spécialiste du volume quelque part qui nous écoute, mais grosso modo, le volume est le même.
Et en fait, ce sont les acquisitions qui se font. Le cerveau ne s'use pas parce qu'on s'en sert. Et il se développe parce qu'on s'en sert beaucoup. Alors, autre question aussi qui revient très souvent. Hommes, femmes, quelle différence entre les deux cerveaux du sexe masculin ou féminin ? Alors, je crois qu'il faut fâcher un petit peu les gens. Il y a une vraie différence entre les femmes et les hommes. C'est un peu un scoop. Hein. Et surtout, il y a aussi une différence dans le cerveau parce que les connectivités ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est vrai que, comme les femmes sont souvent un petit peu plus légères et petites en taille, il est légèrement plus petit, quelquefois, que celui de l'homme, ce qui ne dit pas que l'intelligence est plus petite. Tout à fait. Et ça ne présage pas des performances, c'est très clair. Du tout. À propos du volume aussi, plus on a de matière grise, plus on est intelligent. Einstein, par exemple, il a un gros cerveau. Alors, gros ou petit, la taille ne fait pas grand-chose, c'est la manière dont on s'en sert. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que l'on va... tout le nombre de synapses, le nombre de connexions et leur valeur, c'est-à-dire leur pertinence, qui est important. Donc la taille, bien sûr, un tout petit cerveau, c'est pas forcément bon. Un très gros cerveau, ça n'est pas bon non plus. Sur le plan développemental, des animaux auxquels on a greffé des gènes qui vont faire un très gros cerveau sont parfaitement idiots. Carrément. Est-ce que le nombre de neurones est fixé à la naissance ? C'est vrai que le cerveau, le périmètre crânien de l'enfant est petit, étant à grossir ultérieurement. Est-ce que c'est en rapport avec son nombre de neurones ? Alors, en fait, depuis le bébé jusqu'à nous, le développement se fait avec d'abord la neurogénèse. Donc, il y a en permanence et jusqu'à un âge très tardif des neurones qui peuvent en fait se développer, se créer, naître. Nouveaux. Absolument. Ce dogme comme quoi on n'avait pas de nouveaux neurones, c'est plus du tout vrai. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant naît et il n'a pas de myéline, c'est-à-dire ce qui va être cette fameuse substance blanche dont on parle. Et donc, il va petit à petit myéliniser et ceci va être la maturation cérébrale. Et cette maturation cérébrale est d'abord différente et dans un timing différent entre garçons et filles. Et puis ensuite, elle va se faire vraiment au cours du temps. Et on considère qu'elle passe largement l'adolescence et que la maturation se fait même après, d'où les problèmes et le danger d'exposer les adolescents à des choses qui pourraient être toxiques. Alors justement, on y arrive. Le titre de cette émission, vous l'avez lu sur le petit bandeau qui est au bas de l'écran, c'est « Amis ou ennemis, comment en prendre soin, qu'est-ce qui nous va bien et pas ». Alors, on va commencer par les choses un peu négatives et les agresseurs, je dirais, et en particulier les drogues. Alors, par drogue, on entend quoi ? La nicotine, par exemple. Et on dit que fumer, alors c'est peut-être des idées fausses, mais enfin, ça doit représenter quelque chose, que fumer rétrécirait le cerveau. Alors, en fait, le tabac, c'est peut-être pas la chose la plus toxique. Le cannabis peut l'être. Il y avait une grande enquête de l'INSERM qui montrait qu'effectivement, il pouvait y avoir une vulnérabilité qui apparaissait parce que ce sont des récepteurs. La nicotine est un récepteur qui existe naturellement dans notre cerveau. Il y a également des récepteurs au cannabis. C'est ce qui fait leur puissance, c'est ce qui peut faire également leur danger. L'alcool, par exemple, et surtout avec le nouveau système de beuverie, entre guillemets, que font certains de nos jeunes adolescents, c'est-à-dire ce binge drinking, ils se saoulent vraiment de manière très excessive et très rapide, et toxique pour le cerveau, et ceci pas uniquement au moment de cette beuverie, mais bien après, ça a des conséquences à long terme. Je pense que ça, c'est important. De type trouble du comportement, de type trouble dépressif, de type éventuellement trouble de concentration. Est-ce que c'est réversible, à savoir à l'arrêt de l'alcool, est-ce qu'on peut récupérer ? Alors, je pense qu'on peut récupérer. Là aussi, il y a des gens qui travaillent de manière très intensive. Je ne voudrais pas outrepasser mes connaissances. En revanche, le cerveau a une merveilleuse plasticité. C'est-à-dire que s'il est capable de récupérer en partie d'un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire d'une privation d'oxygène et de glucose, il a aussi des capacités de réparation, voire mieux de compensation, qui sont assez impressionnantes. Mais ces compensations, elles s'exercent, elles se font grâce à d'autres connexions. Il n'y a pas une néo-fabrication, de fabrication nouvelle de neurones. Alors, il y a des nouveaux fabrications de synapses, c'est-à-dire de connexions. Bien sûr, la neurogénèse, on en a parlé, il y a des nouveaux neurones. Donc, en fait, ce cerveau est en perpétuelle construction. Donc, en fait, tous les jours, on est à nouveau à soi-même. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le cannabis. On a vu l'alcool, le cannabis. La liaison avec la schizophrénie a été évoquée par moment. Oui, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Il y a beaucoup de travaux là-dessus, oui, justement. C'est une question de vulnérabilité. Comme toujours, tout le monde n'est pas exactement vulnérable à la même chose, ni à la même période de son temps. Donc il y a deux choses qui comptent, c'est
la fenêtre de tir, et si on est dans la mauvaise fenêtre de tir, la toxicité est plus importante. L'âge de tir, vous voulez dire? Oui, quand je dis l'âge de tir, c'est-à-dire le degré de maturation, l'âge, c'est plus fragile chez un adolescent que chez moi, qui suis un adolescent juste attardé. Et puis, c'est vrai aussi pour la toxicité en durée, en dose, chez des gens qui ont peut-être déjà une vulnérabilité individuelle. Alors, tout à fait autre chose qui est aussi toxique pour le cerveau, les pesticides. Alors, pareil, il y a pas mal d'études qui sont sorties. On a évoqué la participation des pesticides dans l'hyperactivité et puis l'autisme aussi. Et dans la maladie de Parkinson. Et la maladie de Parkinson, qui est une de vos spécialités. Qui est une de mes spécialités. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de la prééminence des scientifiques français. Les pionniers dans ce domaine, ce sont les études d'épidémiologie faites en France par exemple, le directeur de recherche Alexis Elbaz à l'INSERM. Et ils démontrent, leurs équipes, qu'il y a une augmentation du risque de maladie de Parkinson lorsqu'il y a une utilisation prolongée et à forte dose des pesticides. Et très tôt, les agriculteurs se sont rendus compte de ça. Donc en zone agricole, il y a une augmentation du risque de maladie de Parkinson, tant et si bien que la maladie de Parkinson a été reconnue maladie professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Et une intoxication en période de grossesse, à savoir pour le fœtus, est-ce qu'il y a un risque? Ça a été évoqué, ça aussi? Alors c'est évoqué, c'est beaucoup plus difficile à étudier chez l'humain compte tenu de la longévité et puis du 1,9 enfants par femme. Mais effectivement, lorsqu'on prend un animal et qu'on l'expose à un certain nombre de toxiques, le souriceau, par exemple, va avoir une croissance qui est moins bonne ou un développement de performance en général qui est un petit peu moins bon. Donc ça joue sur le développement et c'est justement cette mauvaise période de temps qu'il ne faut pas attaquer par des toxiques. Désolée, je bafouille. Oui, ça encore, c'est des choses sur lesquelles on peut, dont on vient de parler, les drogues, les pesticides, on peut être isolé de ça, quoi, s'en méfier. Ça, c'est important de le savoir. Il y a une chose qui est plus difficile, c'est l'isolement social. Alors, ça paraît un petit peu surprenant. Là, on vient de parler de toxiques, purs, chimiques, mais il y a aussi un contexte psychologique particulier qui peut favoriser le vieillissement du cerveau. Il paraît que 17% de la population, selon l'étude Constance, selon la cohorte Constance, vivrait seule. Et c'est très mauvais, ça. Oui, ce sont des familles isolées, c'est-à-dire ça peut être seul ou avec une famille vraiment très, très nucléaire. C'est vrai que l'isolement social va faire qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. Vous prenez moins soin de vous et personne ne prend soin de vous. Vous mangez moins bien, vous avez peu de contacts, donc peu d'interactions, donc vous ne renouvelez pas vos connaissances, vous faites beaucoup moins d'activités qui sont ludiques et qui font fonctionner votre cerveau, ou pas ludiques forcément, résoudre des problèmes. Et donc ça va avoir un impact sur la santé des gens, du cerveau bien sûr, mais sur leur santé en général. Il faut vraiment faire attention aux gens qui sont isolés et en prendre soin. Ah oui. Alors, dans le même ordre d'idées, on dit que la musique, alors c'est un facteur sans doute de rencontre sociale, mais au-delà de ça, ça stimulerait des parties particulières du cerveau. Écouter de la musique ou dans le plaisir que ça procure. Alors, le plaisir et puis l'activation, il y a des aires qui sont spécifiques pour l'audition, pour le décodage de la musique. Il y a des aires visuelles aussi. En fait, oui, je pense à la peinture aussi. Voilà, la peinture. Donc, en fait, ce ne sont pas vraiment des aires. On n'est pas comme le crâne de Gall où il y avait la bosse des maths. Ça n'existe pas pour ceux qui croient encore. Mais par contre, activer des circuits, leur faire créer des connexions nouvelles, créer des associations inattendues, ça, c'est exceptionnel pour le cerveau parce qu'ils sont nourris et ils s'en développent. Oui. Ça m'a toujours surprise un petit peu qu'une émotion picturale ou d'un paysage stimule le cerveau. Alors l'émotion, c'est très important parce que l'émotion, c'est l'apprentissage. On apprend beaucoup mieux, c'est la Madeleine de Proust, on apprend beaucoup mieux dans un contexte émotionnel et la mémoire va beaucoup plus s'imprimer profondément et durablement. Donc l'émotion est bénéfique. Et même à un âge avancé, parce qu'on pense toujours à l'Alzheimer. Encore plus à un âge avancé. Encore plus à un âge avancé, parce que l'émotion est plus rare, donc plus précieuse. D'où l'importance de la socialisation, justement, pour avoir ces plaisirs. Oui. Alors il y a autre chose aussi, le stress moteur, ou danger pour le cerveau. Les deux. Les deux. Les deux. Le stress est un phénomène de survie. C'est le fait de fuir ou de combattre. Mais le stress en excès, quand justement l'animal ou l'humain se retrouve en incapacité et de fuir et de combattre, va le sidérer.
Et donc cette sidération est évidemment négative, mais également sur le cœur, la tension artérielle, l'inflammation, et j'en passe. Tout à fait, mais au niveau même des neurones, il y a des lésions. Le mot est peut-être un petit peu fort. Alors des rats stressés, par exemple, on redescend au niveau un petit peu plus bas, les rats stressés vont avoir des souriceaux, j'allais dire des nourrissons. Ce sont c'est pas loin. Souris, qui effectivement vont avoir un comportement qui sera anormal. Donc en fait, il y a un retentissement non seulement sur l'animal lui-même, mais sur sa descendance. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est très à la mode actuellement, mais qui est un sujet vraiment très important. Oui. Et il y a des études, ça me fait penser qu'il y a des études qui ont montré que des enfants qui ont été maltraités pendant la tendre enfance sont aussi... Et en fait, ça aboutit à quoi ? À des maladies ou à un cerveau qui vieillit plus vite? Alors, il ne vieillit pas plus vite parce que, comme je vous disais, on a quand même des capacités de conservation qui sont assez remarquables. En revanche, il peut y avoir des fragilités émotionnelles, une hyperactivité, des troubles de concentration. Des dépressions. Des dépressions, bien sûr, d'anxiété exagérée. Ça se pose plutôt sur le mode du comportement. Autre grand ami ou ennemi du cerveau, le sommeil. Alors là, on ouvre un grand chapitre. Alors, on dit que c'est le grand réparateur du cerveau, que pour l'apprentissage, la mémoire, l'élimination des toxines, bref, il faut dormir et dormir un certain nombre d'heures. Ni trop peu, ni pas assez. Ni trop peu, ni trop, pardon. Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil pour le cerveau ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors là aussi, les équipes françaises sont vraiment en pointe. Il y a le professeur Isabelle Arnulf à la Salpêtrière qui a mené beaucoup de travaux et qui était dans la suite de Jouvet, qui était à Lyon. Donc, il se passe d'abord, premièrement, on apprend. Et aussi, on désapprend. Le sommeil sert à apprendre et à désapprendre. Sinon, on aurait la tête comme une courge. Deuxièmement, le sommeil va remodifier un certain nombre d'émotions. Le sommeil va aussi permettre au cerveau de se mettre au repos. On a ce qu'on appelle l'état du sommeil paradoxal, qui est le rêve pendant lequel on va vivre des choses qui préparent parfois des situations autres. Et puis, il y a une autre chose, c'est que pendant le sommeil, on fait la lessive. Alors, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que pendant le sommeil, le liquide qui passe à travers le cerveau, le long des neurones et des cellules gliales, va pouvoir passer beaucoup mieux parce que ces espaces vont légèrement s'élargir. Et donc, ça fait des petites rigoles qui sont donc au contact des cellules qui travaillent toute la journée, qui ont créé des déchets, lesquels déchets vont pouvoir être amenés jusque dans la circulation sanguine. Donc, le sommeil est très important parce qu'il remet le cerveau à neuf. Alors, il y a une qualité, pour obtenir justement ce lavage, je dirais, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'heures ou une qualité de sommeil particulière? Alors, les deux. Les deux, donc l'heure dépend en fait de chaque personne. Vous dormez peut-être 5 heures et d'autres ont besoin de 10 heures et c'est vraiment individuel. En revanche, ce qui est important, c'est la qualité du sommeil. Ce sommeil doit avoir une architecture normale et il y a des gens qui ont une architecture complètement désorganisée, donc le cerveau n'a pas un sommeil réparateur. Et puis, il y a parfois des troubles du sommeil qui doivent être spécifiquement pris en compte. Alors, je vous donne 2 exemples très rapidement. Premièrement, l'apnée du sommeil, les gens qui respirent mal pendant la nuit. Mal respirer et être mal oxygéné. Le carburant du cerveau, à part le glucose, c'est l'oxygène. Donc, le cerveau va rapidement créer des troubles de mémoire et de concentration qui, parfois, peuvent être assez pérennes. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est le fait d'avoir des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est ? C'est vivre ses rêves pendant le rêve. Nous, quand on dort et qu'on rêve, on est très calme. Il y a une sorte d'atonie, c'est-à-dire de perte du tonus musculaire, sauf la respiration. Ces sujets-là peuvent de nouveau bouger et font des tas de gestes pendant leur sommeil paradoxal, pendant leur sommeil de rêve. Et ça, c'est un signe très puissant qui nous oblige à surveiller ces gens tout particulièrement et à en prendre très soin parce que ça peut ouvrir la porte sur des nouvelles maladies neurologiques. C'est notre regard, notre fenêtre pendant la nuit sur le cerveau. Et quel est l'impact des médicaments, je pense aux benzodiazépines, qui aident au sommeil? Est-ce que ça fait une mauvaise lessive? Est-ce que ça bloque quelque chose? Parce qu'ils sont quand même montrés du doigt, et, en dehors du côté addictif qu'ils peuvent avoir très rapidement. Est-ce qu'ils sont toxiques, en un mot, pour le cerveau? Alors, ils sont potentiellement néfastes. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui n'arrive plus à dormir peut avoir temporairement et brièvement des somnifères.
En revanche, un traitement prolongé et avec des doses fortes va durablement impacter le fonctionnement cérébral. Il a même été dit dans certaines études épidémiologiques que c'était un facteur de risque de troubles cognitifs, c'est-à-dire de troubles intellectuels, de démence, pour parler clair. Oui. Alors voilà, bon, on aurait beaucoup de choses à dire effectivement sur le sommeil, mais on va passer, voilà, pour le négatif, on va passer aux choses positives. Pour le cerveau. Positive, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait du bien au cerveau? Alors, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses, c'est l'activité physique, ce médicament universel de la pointe des cheveux, je dirais, jusqu'au bout des pieds. C'est bon pour tout, donc je suppose que c'est bon pour le sommeil, pour le cerveau aussi. Alors, c'est bon pour tout, effectivement, parce que ça fait partie des facteurs non spécifiques. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour les artères. Mais ça, les Français l'ont compris. Pour le cœur et pour leurs artères, on les voit trottiner partout. Bon, mais ils trottinent pour leur cerveau. Parce qu'en fait, aussi, bien sûr, pardon, les cardiologues, ils trottinent pour leur cerveau parce qu'en fait, ça favorise l'apprentissage, ça favorise la compréhension, ça favorise la concentration. D'ailleurs, les philosophes grecs marchaient pour enseigner, ça n'est pas pour rien. C'est vrai. Mais en fait, c'est par l'activité cardiovasculaire augmentée que ce bonus se manifeste, je dirais, au niveau du cerveau? Alors, pas vraiment, enfin, pas que ça. Bien sûr, d'avoir un bon système cardiovasculaire va faire que le cerveau est perfusé correctement avec du sang qui arrive au bon endroit. On est d'accord. En revanche, il y a aussi des endorphines, c'est-à-dire en fait une sorte de neurotransmetteur du plaisir, de la dopamine qui va arriver, et puis aussi des tas de fonctions motrices qui sont en jeu, et donc en fait des circuits qui marchent et qui ronronnent. Donc c'est excellent pour le cerveau de faire l'activité physique, et c'est même des facteurs qui sont utilisés très sérieusement contre la maladie de Parkinson, contre la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment très important, et de le faire régulièrement. C'est pas un jogging ou le marathon de Paris une fois par an, c'est un exercice régulier. Ça peut être chercher le pain, revenir, aller chercher autre chose, revenir, et dans la journée, on a fait plus de 10 000 pas, et c'est parfait. Et est-ce qu'il y a une dose minimale? Alors, si la boulangerie est tout près, si la boulangerie est tout près, il va falloir aller chercher du fromage. Il n'y a pas de dose minimale par personne, mais il faut quand même que ce soit quelque chose d'un petit peu plus que les 500 mètres aller-retour qui vous ramènent dans votre quartier. Parce qu'au niveau cardiovasculaire, on parle toujours des fameux 10 000 pas, les 40 minutes, au moins 5 fois par semaine. Voilà, on est dans ces ordres-là. On est dans ces ordres-là. C'est non spécifique, effectivement. C'est un ordre que l'on donne parce que pour les gens, ça correspond à quelque chose qu'ils peuvent caser dans leur emploi du temps. Et je pense qu'il faut être réaliste. Si on leur dit préparez les prochains Jeux Olympiques, ils ne le feront pas. Si on leur dit faites 30 minutes d'exercice par jour, incluant le métro, incluant la marche pour faire les courses, ils le font. Le ménage aussi. C'est bon pour les hommes et les femmes. Oui, ça. On aura du mal à faire passer le message. Toujours dans l'activité physique, est-ce que si on commence dans l'enfance, on a encore du bonus, je dirais, un bonus amélioré, en poursuivant cette activité, bien sûr, à l'adolescence, puis à la vie d'adulte? La régularité, l'idéal est de commencer très tôt. Alors, mais ma question, c'est, je veux dire, est-ce qu'en commençant tôt, on a encore plus de qualité, je dirais, dans le cerveau? Alors, en commençant tout, évidemment, on a un apprentissage moteur qui est meilleur, un apprentissage intellectuel qui est meilleur. Et donc, en fait, on a un petit capital. Mais ce qui est la beauté de la chose et qui fait quand même le charme du cerveau, c'est que si vous commencez un peu plus tard dans votre vie, voire même tard, eh bien, vous en avez quand même le bénéfice. Il vous pardonne tout, ce cerveau. Il faut vraiment le soigner. Effectivement, vu comme ça. Alors, il y a pas des petites choses à côté, il ne faut pas dire ça, mais la méditation, le yoga, bon, c'est très à la mode aussi, la méditation un peu plus que le yoga maintenant. Est-ce qu'il y a un bonus pour le cerveau, là encore? Alors, je pense que le bonus... Bon, là, je vais m'aventurer sur quelque chose que je connais moins bien, mais les équipes de Lyon travaillent beaucoup sur la méditation. Et elle va avoir un rôle dans une société qui est extraordinairement dispersante et fragmentante. On est tout le temps en train de sauter d'une activité à l'autre. Elle permet d'avoir un moment où on se concentre sur une activité et où on fait abstraction de tout ce bruit, entre guillemets, bruit ambiant. Donc ça va servir à ça, comme faisait la prière, comme fait la lecture, comme fait le fait de rester dans le silence ou se promener ou regarder la nature. C'est vraiment remettre les choses dans une seule et unique concentration. Il y a une étude là qui est en train d'être menée, dont on n'a pas encore les résultats, sur méditation et Alzheimer, en prévention. En prévention, oui, c'est ça, au décalage d'apparition du diagnostic. Et bon, je suis très curieuse d'en connaître les résultats. Ce sera pour plus tard. À suivre.
Voilà pour tout ce qui est activité physique. Alors il y a une chose qui est essentielle aussi, l'alimentation. Alors pareil, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses. Mais vous disiez tout à l'heure que le cerveau était très riche en graisse. La tradition est de dire qu'il faut manger du poisson pour avoir une bonne mémoire ou avant des examens. Du poisson, gras de préférence, avec des oméga 3. Alors, est-ce qu'on en est toujours à ces dictons, je dirais ou... Alors, le poisson, oui, c'est ça, il faut quand même... C'est un dicton pour les mamans pour que leurs enfants mangent du poisson, c'est très bien. Il faut faire passer la pilule. Là. Voilà, mais c'est aussi le fait d'avoir une alimentation qui est mesurée, c'est-à-dire que les excès de graisse saturée, les excès de sucre, les excès de quoi que ce soit, sont des éléments qui vont augmenter l'inflammation, augmenter les syndromes métaboliques, c'est-à-dire hypertension, diabète et hypercholestérolémie, par exemple, le tout étant indirectement toxique pour le cerveau. Ce que les gens font pour leur cœur et qui est très bien compris, en fait, ils doivent le faire exactement pour le cerveau et c'est tout à fait le même processus. Il faut arriver à garder une bonne mesure, une activité qui ne soit pas en permanence saturée par des éléments extérieurs, inflammation, hyperglycémie, etc., qui sont toxiques pour le fonctionnement de la cellule nerveuse, comme ils le sont pour la cellule cardiaque. Et le cerveau consomme beaucoup de sucre, hein, je crois. 20% de notre énergie est nécessaire à la bonne marche de l'activité cérébrale. Donc le carburant du cerveau, c'est quand même le sucre, mais trop n'en faut, c'est ça ? Voilà, le cerveau mange du sucre. Voilà, le diabète mange le sucre est le carburant du cerveau. S'il n'a pas de sucre, il va se débrouiller pour sortir son énergie des graisses, mais c'est peu, hein, sauf qu'il peut. Mais là encore, trop de sucre, évidemment, va être toxique, et pas assez, c'est-à-dire l'hypoglycémie, un cerveau qu'on affame, fonctionne mal. Donc en fait, maintenant, les diabétologues s'intéressent presque plus au risque de l'hypoglycémie chez l'adulte et encore plus chez l'enfant, avec des conséquences immédiates et éventuellement plus lointaines, qu'à la glycémie normale ou légèrement haute qui peut passer. Et c'est quand elle est vraiment très haute qu'on pense qu'elle est vraiment toxique. Et c'est important justement d'avoir la juste mesure dans tout. Mais des hypoglycémies répétées entraînent des lésions, oui, pas chroniques, mais presque quand même. Et c'est ce que redoutent justement chez les diabétologues, chez les enfants. Chez les enfants, oui. Ayant un diabète de type 1, ces hypoglycémies plus ou moins cachées la nuit qui altèrent quand même le fonctionnement du cerveau à long terme. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que là aussi, ils ont compris ce qui se passait et le diabétologue va s'intéresser à bien plus que le diabète, il va s'intéresser à l'ensemble de l'organisme, dont le cerveau. Quand on avance en âge, je pense qu'il est très important aussi au niveau alimentation de garder cette diversité et les règles, entre guillemets, qu'il faudrait suivre pour avoir un cerveau sain. Il faut faire tout le temps, en fait. Il faut le faire tout le temps parce que le cerveau, il marche sur des pattes, hein, sur les petits pieds des gens, il se déplace, on le porte. Hein. Donc, quand les gens vont avoir une alimentation qui est appauvrie, ils vont avoir un manque de muscles, hein, ils vont avoir un manque de calcium, ils vont avoir un manque d'os. Donc, ils vont être vulnérables parce qu'ils vont justement avoir un cerveau qui commande, un corps qui n'existe plus. Donc ça, c'est très important. C'est la fameuse fragilité très chère aux gériatres. Et il parle beaucoup de cette... fragilité. Et cette fragilité est vraiment importante. Et donc, pour avoir un cerveau sain, il faut avoir un corps en bonne santé, autant que faire se peut. C'est votre mot de la fin ? Allez, oui, soyons fous. Voilà, cette émission est terminée, ça passe très très vite. Marie Vidaillé, merci beaucoup, merci de nous avoir consacré du temps. Je sais que vous avez un agenda très rempli. Quant à nous, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur la médecine au féminin.